1 heure de discussion avec les intervenantes et ensuite vous aurez 30 minutes de questions donc, que vous pourrez leur poser. Donc on va faire une première partie sur les enjeux énergétiques et l'exploitation des ressources. Ensuite, dans un second temps, on se posera des questions sur les différents mix énergétiques pour le futur. Et enfin, dans un troisième temps, on abordera la question de la sobriété énergétique. Et donc, du coup, si vous voulez chacune vous présenter rapidement avant de commencer. Je commence ? Oui, si vous voulez. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis Nadia Maïzi, donc je suis professeure à Mines ParisTech. Je dirige un laboratoire de recherche qui est situé à Sophia Antipolis, dans le sud de la France. Et je dirige également, dans le cadre de mes recherches, une chaire intitulée Modélisation prospective au service du développement durable. Chaire qui a été créée donc il y a 12 ans, en 2008, 13 ans maintenant, et qui nous permet en fait de réfléchir aux enjeux des questions climat et énergie en élaborant des scénarios de long terme à l'aide de modèles que nous déployons au sein de notre centre de recherche. En parallèle, depuis 2018, je suis membre du GIEC et je participe à la rédaction du 6e rapport dans un chapitre dédié à la question de la demande et des usages. Voilà. Merci beaucoup. Moi, bonsoir. Anne Bringot, je suis coordinatrice des opérations au Réseau Action Climat. Le Réseau Action Climat, c'est une association qui rassemble 25 ONG françaises, donc des associations de protection de l'environnement, mais aussi des associations de solidarité internationale comme Oxfam ou CCFD Terre Solidaire, des associations plus spécialisées par thématique comme la FUB ou la FNOD sur les transports, et aussi des associations de lutte contre la précarité en France comme le Secours catholique. Et on est membre du CAN international qui rassemble plus de 1000 ONG au niveau international. Merci. Anna, si tu veux commencer par les questions. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, je tenais juste à rappeler que pendant cette heure qui suit, on va essayer de répondre à la question quel mode de production et d'utilisation de nos énergies pour atteindre demain la sobriété énergétique. Donc, on va pouvoir commencer avec la première partie sur les enjeux énergétiques et l'exploitation des ressources. Et du coup, notre question, c'est, selon vous, quels sont les principaux enjeux énergétiques auxquels nous allons faire face dans les prochaines années ? Donc, je vous propose de prendre la parole chacune votre tour et ensuite, n'hésitez pas à rebondir sur l'intervention de l'autre si vous le souhaitez. Donc, Anne Bringot, vous pouvez commencer si vous voulez. D'accord, donc j'ai prévu en fait 4 enjeux et comme je travaille au Réseau Action Climat, ça ne vous étonnera pas que je commence par l'enjeu des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'énergie, c'est 2/3 des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc c'est un enjeu particulièrement important, évidemment, avec le charbon, le pétrole et le gaz fossile. Et ce sont des émissions qui augmentent malheureusement chaque année. Alors l'année dernière, il y a eu une petite baisse liée à la crise sanitaire, mais cette baisse, malheureusement, elle n'est que temporaire. Les rapports de l'Agence internationale de l'énergie le montrent, notamment avec un exemple très concret sur le transport aérien. En Chine, il a pas mal baissé, évidemment, avec la pandémie en début d'année dernière, mais en fin d'année dernière, il avait retrouvé quasiment le niveau d'avant la crise sanitaire. Donc on voit bien qu'on est sur une baisse qui est vraiment conjoncturelle et qu'il n'y a pas eu de mesures réellement prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Il y a effectivement un développement des énergies renouvelables, mais pour l'instant, les émissions de gaz à effet de serre restent très très importantes parce que les énergies fossiles restent les plus importantes. Ce qui est associé à tout ça aussi, c'est l'enjeu d'électrification. On sait qu'il va y avoir de plus en plus d'usages où on va utiliser l'électricité, mais il y a des difficultés, des choses qui vont demander des transformations très profondes, notamment dans l'industrie lourde, la production d'acier par exemple, qui demande des températures très chaudes et où on va pouvoir peut-être utiliser aussi de l'hydrogène qui peut être produit par électrolyse à partir d'électricité, mais donc ce sont des transformations qui demandent des investissements excessivement lourds et un certain temps, alors qu'on est dans un niveau d'urgence qui demande d'aller au plus vite dans les décennies
décennies à venir. Donc voilà, premier enjeu, les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième enjeu, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, c'est l'accès à l'énergie. Pour nous, c'est un enjeu capital également. Rien qu'avec la crise sanitaire, l'Agence internationale de l'énergie a indiqué qu'il y a 100 millions de personnes dans le monde qui, du fait de la hausse de la pauvreté avec la crise sanitaire, n'ont plus accès aux services électriques de base. Et on sait qu'en France, il y a 14% de la population qui, en 2019, a indiqué avoir souffert du froid l'hiver. Et il y a près de 12% de la population française qui utilise plus de 8% de ses revenus pour payer ses factures d'énergie. Évidemment, ce sont parmi les ménages les plus modestes. Donc cet enjeu d'accès à l'énergie, il est également très crucial. Peut-être un troisième enjeu, c'est le développement des énergies renouvelables. On voit qu'il y a un boom très fort des énergies renouvelables, entre autres du fait du coût qui baisse très fortement sur la plupart des énergies renouvelables, notamment photovoltaïques. Donc il y a un développement important des renouvelables et il y a une hausse de 4% des capacités installées en 2020. Et l'AIE prévoit une hausse de 10% en 2021, donc on voit vraiment une accélération. Et l'AIE indique que les énergies renouvelables pourraient devenir la première source de production d'électricité avant le charbon à partir de 2025. Donc voilà, une transformation qui est en cours, qui est quand même assez rapide, même s'il faudrait aller encore plus vite. Avec tout ce qui va avec ce développement des renouvelables, qui est un enjeu aussi de décentralisation. On le voit notamment en France. En fait, n'importe qui peut produire de l'énergie. Donc, ça change complètement les rapports à l'énergie. Il n'y a plus des gros producteurs, mais voilà, n'importe qui peut avoir des panneaux solaires sur son toit. Les collectivités aussi sont devenues productrices d'énergie renouvelable. Et finalement, ça change complètement la gouvernance aussi de cette production d'énergie. Et ça change la répartition et l'implantation des revenus, la valeur créée. En fait, les renouvelables permettent d'avoir une valeur qui est générée, qui reste aussi de manière plus locale dans les territoires et qui va bénéficier à ces territoires. Ensuite, les énergies renouvelables, c'est bien, mais il n'y a aucune énergie qui ne pollue pas. Donc, la priorité, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, donc c'est la baisse de la consommation. Donc, c'est pour moi le quatrième enjeu. C'est comment on réduit la consommation d'énergie dans les pays riches. Et quand je dis ça, évidemment, je ne m'adresse pas aux ménages les plus modestes dont je parlais avant, qui, eux, n'ont déjà pas les moyens de se chauffer. Donc, il y a évidemment une baisse de consommation, mais il faut voir, voilà, ça reste pas, c'est pas les plus pauvres qui doivent encore plus se serrer la ceinture. En France, il y a un objectif de baisse de 50% de la consommation d'énergie en 2050 par rapport à 2012. Pour l'instant, on n'est pas vraiment sur cette trajectoire. Il y a des objectifs qui avaient été fixés qui n'ont pas été tenus. Et voilà, il y a des gros enjeux dans le bâtiment sur la rénovation des logements. Il y a des gros enjeux dans les transports avec une baisse de la mobilité, le télétravail par exemple, avec la mobilité active, le vélo, avec les transports collectifs. Donc voilà, des choses qui demandent aussi une action publique qui pour l'instant n'est peut-être pas au niveau pour atteindre les résultats prévus, en tout cas par les objectifs. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je voudrais proposer une vision un petit peu différente en fait de ces enjeux énergétiques. Il me semble que la question primordiale, c'est de réaliser une transition vers un système énergétique bas carbone et en fait de réaliser le design de ce système. Sachant que si on réfléchit à ce qui s'est passé dans l'histoire et qu'on explore l'ensemble des transitions énergétiques, on peut constater avec un certain nombre d'historiens que ce sont plutôt des additions énergétiques que des substitutions auxquelles on a pu assister. Et que ça a été accompagné par finalement soit la recherche d'une énergie moins chère, soit la recherche de meilleurs services, mais en tout cas la recherche du profit, avec à chaque fois l'idée de s'appuyer sur des sauts technologiques qui étaient organisés par blocs. Par exemple, on a vu l'association entre le charbon et la machine à vapeur, ensuite entre le pétrole et les moteurs. Et finalement, on peut constater qu'on est passé d'un monde
où on avait une économie organique et on est arrivé à un monde avec la révolution industrielle où l'économie est minérale, c'est-à-dire basée sur ces ressources carbonées. Donc, ce constat fait, ben, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. En fait, on veut retourner vers cette économie organique qui était plutôt basée sur des ressources de nature renouvelable. Et comme je l'ai dit au départ, on n'a jamais assisté à un changement qui faisait qu'on substituait une ressource à une autre. En fait, on a additionné la biomasse, puis utilisée traditionnellement, puis des ressources de type fossile, charbon, pétrole, gaz, puis l'énergie de type nucléaire. Et aujourd'hui, en fait, quand on dit qu'on veut introduire de renouvelables, ça n'est pas forcément en faisant diminuer le reste, puisque il y a une augmentation de la consommation d'énergie liée à l'augmentation de la population. Donc je pense que ça, c'est vraiment la façon importante de poser le problème, parce que sinon, on risque de se retrouver encore une fois avec cette image du matelas pneumatique où on appuierait à un endroit et où derrière notre dos, ça remonterait à un autre. Donc c'est ça la grande difficulté des enjeux autour de l'énergie aujourd'hui. Et l'important, c'est de réaliser que pour la première fois, en fait, avec ces objectifs de neutralité carbone, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en satisfaisant une demande et un accès à l'énergie qui n'est pas réel partout, comme ça vient d'être mentionné, bah, on se doit de maintenant piloter la trajectoire, alors que cette trajectoire, finalement, elle a toujours évolué, entre guillemets, en boucle ouverte jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, et en tant que chercheur, et en tant que à la frontière, on va dire, entre décision et aide aux politiques, je crois que la chose la plus importante, c'est d'essayer de mettre en place un pilotage correct et une trajectoire qui satisfasse l'ensemble des enjeux. Et c'est pour ça que je pense que, en m'adressant à des jeunes ingénieurs, hein, il est très important de considérer le problème dans sa globalité et de ne surtout pas travailler par silo. Parce que par silo, on peut penser bien faire, mais en fait, on n'intègre pas des éléments qui peuvent vraiment mettre en défaut les solutions qu'on propose, hein. Donc ça, c'est bah, voilà, je ne vais pas en dire plus, je rebondirai sur la suite. Voilà. Bien, merci beaucoup. Anna, est-ce que tu veux qu'on passe à la deuxième partie ou ouais, comme le temps avance et qu'on n'a pas un temps limité. Donc du coup, on va passer maintenant à la partie sur le mix énergétique. Et donc en effet, dans notre monde, le mix énergétique est basé plutôt sur les sources d'énergie carbonée. Et pensez-vous que ça va continuer dans cette voie et comment les autres types d'énergie vont-elles se positionner par rapport à ça selon vous? Je commence ou... donc je vais parler moi pour la France. Je connais plus le système énergétique français que international. Donc en France en fait, justement il y a cette question de programmer ce qui va être fait. Et donc l'État s'est doté d'outils de programmation ou de planification. Deux outils principaux, une stratégie nationale bas carbone qui regarde plutôt du coup l'enjeu climat, baisse des émissions de gaz à effet de serre, et une programmation pluriannuelle de l'énergie qui, elle, regarde plutôt le côté énergétique, les deux s'appuyant sur le même scénario de référence. Donc on a un scénario de référence qui porte le doux nom de AMS pour avec mesures supplémentaires, ce qui malheureusement laisse bien entendre
comprendre que si on n'a pas ces mesures supplémentaires, on n'atteindra pas les résultats prévus. Donc, alors, ce scénario de référence, qui est construit du coup par l'administration, il répond aux objectifs de politique publique qui ont été fixés, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050, avec la définition française. Et pour ça, en fait, il implique une sortie complète des énergies fossiles pour tout ce qui est transport, hormis transport international, parce qu'effectivement, pour l'aviation, il n'y a pas de solution simple pour sortir des énergies fossiles. Par contre, sur le transport terrestre, il y a des solutions. Il implique une sortie complète des énergies fossiles pour le bâtiment. Donc, on n'utilise plus du tout de fioul ou de gaz fossile pour se chauffer. Et il reste un petit peu seulement d'énergie fossile pour certains processus industriels pour lesquels il y a des difficultés à trouver les alternatives, et donc pour le transport international que je citais. Et donc ces émissions résiduelles sont compensées en fait par des puits qui existent et dont on espère qu'ils augmentent. Ça, c'est du coup la programmation. Où on a quand même une certaine substitution effectivement d'énergie, puisque vous indiquez qu'effectivement c'était pas la manière dont ça s'était fait par le passé. Là, il y a bien l'idée de substituer du pétrole, du gaz, etc. par d'autres types d'énergie. On sait déjà qu'il y a par exemple les centrales à charbon en France qui sont en train de fermer. Vers d'autres. Voilà. La difficulté que l'on a, c'est que ces beaux scénarios, programmation et stratégie ne sont pas raccordés à des politiques publiques qui réellement les appliquent. C'est-à-dire que ces beaux schémas sont peu connus par les politiques. Et quand ils décident finalement des mesures à mettre en œuvre dans des lois ou autres, en fait, il n'y a pas vraiment d'études d'impact pour voir si on est en cohérence ou pas avec cette stratégie bas carbone ou avec le scénario de référence. Et donc, finalement, on a des politiques publiques qui nous amènent à ne pas justement suivre les trajectoires qui étaient prévues. La France a dépassé régulièrement ses budgets carbone, donc les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre qu'il ne fallait pas dépasser, et n'est pas sur la bonne trajectoire de baisse de consommation d'énergie. Donc on voit qu'il y a bien cette volonté de sortir des énergies fossiles qui est actée. Par contre, la mise en œuvre est pas aussi rapide qu'elle devrait l'être sur le papier. Alors pour élargir au-delà, enfin je peux revenir un petit peu sur la France, mais je pense que comme elle l'a dit tout à l'heure, les énergies fossiles sont quand même les énergies principales sur lesquelles reposent les mix d'un très grand nombre de pays de la planète, hein. Et ce que je voudrais souligner, c'est que parfois ces pays sont même piégés dans la ressource dont ils disposent et ont parfois 90% de leur électricité qui est basée sur l'utilisation de gaz ou de pétrole produits localement. Donc ce sont des schémas de système énergétique dont il faut bien comprendre qu'il va être très difficile de les modifier à court terme. Et en plus, ce sont des schémas économiques, c'est-à-dire que un ensemble de pays repose pour majeure partie de leur économie sur ces ressources fossiles. Donc le désengagement de pays du Nord par rapport à la consommation de ces mêmes ressources va générer des problèmes en cascade avec des crises économiques très fortes, certainement des mouvements de migration qui vont être accélérés. Donc c'est simplement pour insister encore une fois hein, sur l'idée que bien sûr les migrations se font déjà à cause des changements climatiques, mais le système est d'une complexité extraordinaire. C'est bien pour ça que, effectivement, si chaque pays réfléchit localement
au changement de son mix de production. Moi, il me semble que ça pose un très gros problème pour le règlement de l'ensemble de la question, puisque nous voyons bien que nous sommes liés les uns avec les autres. Quand on parle de la France et de sa propension très forte à s'appuyer sur son nucléaire pour son mix de production électrique, il ne faut pas sous-estimer le fait que si nos voisins sont si rapides à sortir du nucléaire, c'est parce qu'ils savent qu'avec une plaque interconnectée de systèmes électriques européens, ils vont s'appuyer sur la base proposée par la production française. Et si cela ne se passait plus et que la France sortait du nucléaire à son tour, à ce moment-là, il y aurait un déséquilibre opérationnel à régler du fait de ce manque de contribution à tout ce qui fait que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a stabilité, synchronisme, fiabilité au niveau de la production électrique. Donc, ce qui est un petit peu inquiétant, moi, je trouve, et ça a été soulevé déjà au niveau français, c'est-à-dire qu'on a une déclinaison de lois qui se font au niveau national et qui doivent être prises en compte par les territoires et les régions. Donc moi, j'ai participé en tant qu'expert pour l'évaluation justement de la loi sur la transition énergétique et l'évaluation en fait de cette ambition d'être en ligne avec un budget carbone donné. Et on se rend compte que on se retrouve dans des territoires où éventuellement l'introduction de véhicules électriques n'est pas du tout adaptée, en particulier pour les dom-toms. Des territoires qui ne savent pas très bien comment faire pour développer des énergies renouvelables parce que leur position n'est pas favorable, ils sont peut-être pas au bord de mer, etc. Et cette cascade qui se fait du haut vers le bas, et qui va se faire de la même façon, en fait, quand on considère le problème au niveau mondial, finalement. On va demander des engagements un petit peu planétaires pour limiter à 2 degrés, voire 1,5 degré. Et ensuite, il doit y avoir une déclinaison par pays, mais la remontée, en fait, et la coordination ne se fait pas vraiment. Pour moi, c'est un problème d'optimisation, décomposition, coordination, très mal posé. Voilà. Et donc, bon, je vous renvoie un petit peu à ça, parce que je pense que le formalisme mathématique, c'est aussi très intéressant pour réfléchir à cet ensemble de questions, parce qu'on sait très bien en mathématiques qu'un problème mal posé, c'est un problème qu'on ne résoudra pas. Et j'ai envie de dire que moi, ce qui m'inquiète, après ces années de partage de toutes ces questions autour des mix énergétiques notamment, et de ces mix qu'on cherche à décarboner, c'est de petit à petit me dire, mais les problèmes sont très mal posés. Et donc, les solutions proposées ne sont pas pertinentes par rapport aux enjeux. Je pense qu'on ne peut pas réfléchir l'Europe sans intégrer nos voisins qui sont l'Afrique du Nord à minima, voilà, des gens sur qui on s'est reposé finalement pendant des années pour les ressources qu'ils produisent. Je ne parle pas de tout ce qui concerne les ressources de type cuivre, métaux rares, etc., pour développer une politique d'énergie renouvelable, parce que ça aura des conséquences sur l'exploitation de ces éléments. Je ne parle pas non plus de tout ce qui est consommation liée à l'IT, aux technologies d'information. Puisqu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez, l'idée de se reposer de plus en plus sur des énergies de type renouvelable et de gérer leur intermittence, ce que techniquement on sait faire, nécessite d'aller chercher des moyens technologiques qui reposent sur plus de calculs, plus d'algorithmes, plus d'éléments qui vont avoir une consommation qui peut elle-même faire exploser celle qu'on va connaître déjà en croissance du fait de l'augmentation de la population. Donc pour moi, voilà, ce sont des enjeux qui sont liés à la discussion autour des futurs mix énergétiques
pour qu'ils soient pertinents, encore une fois, par rapport à la question qu'on essaye de résoudre. Peut-être une petite réaction, si vous m'y autorisez. Tout à fait. Je regarde les animatrices pour voir si... juste pour réagir sur ce lien Europe-État, il y a un système de gouvernance déjà aussi au niveau climat, entre le niveau international où il y a l'accord de Paris, l'Europe qui est contributeur au niveau de l'accord de Paris, ce ne sont pas les pays type France, mais c'est l'Union européenne, et puis les États membres. Donc, il y a des objectifs qui sont fixés au niveau européen. L'Europe a fixé un objectif de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, et puis se fixe des objectifs de développement, de renouvelables, de baisse de consommation d'énergie, etc. Comment tout ça s'articule ensuite au niveau des États membres? Chaque État membre ensuite est libre de choisir son mix énergétique. Ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Par contre, donc en fait, ce qu'a fait l'Union européenne, c'est qu'elle a dit, voilà, on a fixé un cadre, on est tous d'accord, et maintenant, dites-moi ce que vous allez faire. Donc, chaque État membre a dû produire un plan national climat-énergie, qui en gros, en France, c'est la même chose que ce dont je parlais avant, la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle d'énergie. Donc, chaque État membre a fait ce plan, et là, on voyait l'Union européenne qui a finalement additionné tout ça pour vérifier que ça permettait d'atteindre les objectifs fixés au niveau européen. Donc il y a bien quand même une cohérence d'ensemble qui est assurée par cet aller-retour qui s'est fait entre les États membres et l'Union européenne. La difficulté qu'on a en France, c'est qu'il n'y a pas ce lien entre le niveau national et le niveau régional. Au niveau régional, il y a des schémas qu'on appelle des SRADET, mais malheureusement, ils ont été faits sans qu'il y ait de cadrage du tout et sans aller-retour avec le niveau national. Et donc, et en plus avec des indicateurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on ne sait pas additionner les SRADET parce que ce sont des choux et des carottes. Et donc, on est incapable de dire si la somme des SRADET permet d'atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et de la stratégie nationale bas carbone. Donc là, il y a un vrai enjeu de gouvernance. Après, sur le système électrique, puisque évidemment, en France, quand on parle énergie, on ne peut jamais échapper au sujet du nucléaire. Rappelons quand même que le nucléaire, c'est 25% seulement de l'énergie finale en France, donc c'est une petite partie de la question énergétique. Ce n'est pas en France un sujet climat, puisque en France, la production d'électricité, vous le savez, elle est déjà décarbonée. C'est 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment que ces émissions, elles vont continuer à baisser, notamment là, parce qu'il y a une fermeture de centrales à charbon. Donc la question qui se pose, c'est par quoi on remplace les centrales nucléaires existantes qui vont à un moment donné devoir fermer? Est-ce qu'on les remplace par un mix électrique 100% renouvelable ou est-ce qu'on les remplace par un mix avec des renouvelables et de nouveaux EPR? C'est la question qui est posée actuellement et il y a plusieurs études sur le sujet. Notamment, il y a une étude de chercheurs du CIRED qui a montré que si on allait vers un mix 100% énergie renouvelable pour l'électricité, y compris avec la flexibilité et le stockage, finalement, on aurait un coût qui serait le même que le coût actuel, puisque les renouvelables ont un coût qui baisse énormément. Et le coût du stockage, c'est 15% du coût total, donc ce n'est pas aussi énorme souvent qu'on veut le montrer. Mais dans tous les cas, il y a des travaux qui ont déjà eu lieu aussi au niveau technique avec RTE, Réseau de transport d'électricité en France, et qui a travaillé avec l'AIE sur déjà une première étude de faisabilité d'un mix majoritairement renouvelable, et là qui continue ces travaux sur des scénarios à 2050 et 2060, des familles de scénarios où on a de nouveaux EPR et d'autres familles de scénarios où on remplace les centrales actuelles uniquement par des renouvelables. Ces scénarios, ils ne sont pas encore finalisés, on les aura à l'automne prochain, mais on sait déjà que ce n'est pas l'enjeu technique qui sera un problème. Et évidemment que RTE fait les allers-retours avec les imports-exports avec les autres pays. Enfin, c'est son métier de gérer les transferts avec les pays voisins. Donc évidemment que ça, c'est complètement intégré. Et c'est vu avec il y a un gestionnaire européen qui pilote les gestionnaires de réseaux au niveau européen. Donc tout ça évidemment vu au niveau européen. Donc il y a ces deux familles de scénarios qui techniquement sont possibles, qui ont des avantages et inconvénients techniques.
euh, voilà, chacun, qui économiquement, on verra ce que ça donne. Voilà, l'étude des chercheurs du CIRED laisse entendre quand même que probablement les scénarios renouvelables seront moins chers, mais on verra ce qui va aboutir. Et ensuite, qui pose aussi d'autres questions environnementales. Vous citiez effectivement la question des ressources, c'est une vraie question. Il y a la question des déchets nucléaires. Il y a des tas de questions, plus la question de la localisation et de la valeur apportée dans les territoires. Et puis, il y a des questions aussi de résilience. Quel système électrique, finalement, va le mieux résister, par exemple, à une crise sanitaire? On a vu l'année dernière que la production nucléaire a baissé du fait de la crise sanitaire parce qu'on n'a pas pu faire les opérations de maintenance qui étaient prévues. Donc voilà, c'est pour dire que c'est un enjeu qui est complètement systémique, qui a un aspect technique très fort, mais qui a beaucoup d'autres aspects environnementaux, sociaux, économiques, territoriaux, et que ces travaux de RTE qui sont très ouverts en fait, il y a énormément d'acteurs, ils ont fait une consultation publique où il y a eu plus de 200 contributions, je pense qu'ils vont être vraiment très très importants pour étayer un peu les débats qui souvent sont des débats un peu dogmatiques en fait, ces sujets-là, et on l'espère nous en tout cas, qu'on puisse avoir un vrai débat qui ne soit pas un débat où finalement il est décidé entre quelques personnes qu'on prend telle option, mais qui a un vrai débat politique au sens noble du terme pour faire un choix sur l'évolution du mix électrique. Si je peux réagir à ça, je trouve ça très intéressant que vous abordiez ces scénarios avec une forte intégration de renouvelables. Nous, justement, suite à la parution des travaux de Quirion du CIRED, donc sur l'intégration de renouvelables à grande échelle, et en prévision de la sortie des travaux de RTE avec l'AIE, on a proposé d'organiser un séminaire auquel je vous invite tous, donc les troisièmes jeudis du mois, qui s'appelle Scénario renouvelable de 0 à 100%. Et c'est un séminaire dans lequel ce que l'on propose, c'est de vraiment décrypter derrière ces propositions de scénario ce qu'ils peuvent nous apprendre. Parce qu'on a beau jeu de dire ça marche techniquement, économiquement ça marche, et les questions sont ailleurs, en vérité, c'est pas tout à fait le cas. Par exemple, le scénario Quirion est un scénario qui a plutôt adressé la question économique, et sur la question d'opération, il y a bien des éléments qui n'ont pas été validés, et ils le reconnaissent eux-mêmes. Ça, c'est RTE qui le fait, oui. L'étude qui vient de sortir et qui vient d'être publiée par RTE est une étude pour l'instant très prospective. Il ne s'engage pas dans les résultats qu'il propose. Il y a tout un tas d'enjeux technologiques, notamment d'intégration de grid forming au niveau du réseau électrique, qui ne sont pas réglés. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'emballer à dire que techniquement, c'est tout à fait possible de faire du 100% renouvelable, parce que les spécialistes ne sont pas encore tout à fait sereins pour dire qu'ils passent à l'échelle sur cette vision-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va avoir aussi des conséquences au niveau du déploiement des infrastructures et du réseau sur lequel on s'appuie aujourd'hui. Intégrer de l'énergie décentralisée de type renouvelable à une telle échelle, ça fait que on n'est plus dans la vision où on va avoir des gros centres de production et puis des gros centres de consommation finalement avec un réseau qui achemine des uns aux autres. On va avoir une structure où ça sera des îlots qui communiqueront ou ne communiqueront plus ensemble. Sur ces deux visions, en fait, moi, je n'ai pas d'avis et je n'ai pas de préférence, mais simplement, il faut bien être conscient que ça va changer aussi nos modes de consommation, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'il y aura des enjeux, encore une fois, tout à l'heure, j'ai rapidement parlé de fiabilité et de fourniture d'électricité. On aura peut-être un système qui sera moins fiable que celui sur lequel on repose aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est là où il faut amener les gens dans le grand débat collectif.
et non pas sur une opposition dogmatique entre telle techno ou telle autre. Parce que il y a beaucoup de pays sur la planète où on régule plutôt par le manque de, d'énergie pendant plusieurs heures de la journée, d'électricité en particulier, que par l'idée de savoir si on va avoir en moyenne sur l'année, comme c'est le cas aujourd'hui, 3 heures maximum de coupure pour le système électrique français. Donc si on veut aller vers un schéma où la fiabilité sera moins bonne, pourquoi ne pas le dire plutôt que de dire bah, c'est faisable, c'est pas cher et ça sera comme avant? Moi, je pense qu'il vaut mieux dire ça sera pas comme avant. Par contre, ça amènera tout un tas de choses qui peut-être sont celles dont on a envie et il y aura une contrepartie. Et ça, on va le dire avant plutôt que de le subir après. C'est que vous allez un peu changer vos modes de vie. Vous allez arrêter de nous brancher tous vos iPhones là tout le temps dès que vous arrivez quelque part. Vous allez dire bah, j'ai plus de batterie, voilà, bah, j'attends 3 heures ou je regarde pas ma série Netflix, etc. Et je veux dire, moi je pense qu'à un moment, ce serait beaucoup plus respectueux en fait de l'ensemble de nos concitoyens que de les amener vers des discussions de ce type-là qui sont très concrètes en fait et qui nous sortent justement des débats techniques où finalement on va pouvoir rapidement, du fait de notre expertise, perdre les uns ou les autres, ou se taper dessus à coup de pourcentage, ou à coup de non, mais je sais, je suis sûr, je suis pas sûr. Je pense qu'il faut qu'on dépasse ça, et que les vraies questions, ce soit les questions qui finalement nous sont arrivées complètement par surprise à travers la crise sanitaire. Depuis qu'on dit qu'il faut faire du vélo et qu'il faut développer les pistes cyclables, il ne se passe rien. Moi, j'habite sur la Côte d'Azur et je peux vous jurer que dans la ville d'Antibes, franchement, personne ne montait sur un vélo. Et aujourd'hui, à cause de ce qu'on a vécu, on est en train d'essayer de faire un peu la place pour ce type de mobilité douce. Mais les gens n'y sont pas venus à cause de la planète, pas du tout. Ils y sont venus parce qu'ils ont retrouvé un peu de calme, ils ont retrouvé un peu de plaisir, ils ont retrouvé l'idée que en fait c'était bien pratique aussi. Donc je crois que voilà, il y a un savant dosage à faire entre un engagement, on va dire, des très grandes convictions sur la réalité des changements climatiques, que bien sûr beaucoup de gens partagent, mais attention, pas tout le monde. Et tout le monde n'a pas ce type de problème parce qu'il y a tellement d'autres problèmes qui sont d'abord du quotidien que ceux-là n'arriveront jamais, avec d'autres façons de, on va dire, tirer tout le monde en fait dans un sens quand on aura compris, ou enfin quand on aura décidé que c'est le bon design pour encore une fois cette trajectoire décarbonée à laquelle il faut qu'on arrive d'une façon ou d'une autre. Donc moi je suis un petit peu plus dans la vision bottom-up que la vision top-down. Par exemple, vous mentionniez les 55% d'engagement de l'Europe pour 2030. Moi, j'aime bien dire aux élèves, 2030, c'est dans 9 ans. Dans 9 ans. Ça fait une pente très forte quand même. Et comme on constate que déjà on n'a pas tenu les engagements d'avant, etc., quel miracle ferait que, parce que c'est inscrit dans des textes de loi ou dans des accords européens, ça se produirait? Moi, je n'y crois absolument pas. Je pense beaucoup plus à une espèce de, je vous dis, à la fois d'éducation et à la fois d'entraînement avec l'utilisation d'opportunités telles que la crise sanitaire, telles que tout ce qui passe en fait est bon à prendre. Voilà, tout ce qui passe est bon à prendre du moment qu'on sait un petit peu vers quoi on veut aller. Et c'est ça la difficulté, c'est de savoir vers quoi on veut aller exactement. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça nous fait une bonne transition pour aller vers la dernière partie. Anna, est-ce que tu penses que quelle question on me pose en premier entre les deux, selon ce qui vient d'être dit, le plus pertinent? Moi, j'aimerais bien un peu parler du consommateur.
peut-être, je ne sais pas si c'est celle-là à laquelle tu pensais, mais voir un peu la perception, l'acceptabilité du consommateur pour une future sobriété énergétique. Je crois que vous vouliez parler consommateur. Je vous laisse peut-être sur ce sujet pour commencer. Vous voulez que je commence, d'accord? Alors, est-ce que le consommateur a envie d'être sobre énergétiquement? Euh, je... C'est une question difficile en fait, hein. Je pense que le consommateur peut commencer à avoir des envies de consommer mieux, peut-être, hein. Euh, mais est-ce qu'il a l'information nécessaire pour savoir euh, quelle est l'énergie qui est associée à ce qu'il achète? Moi, je pense que là, il y a une vraie difficulté. Euh, je sais pas, je pensais à ces gros paquebots là qui ont arrêté de venir bouger partout. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont dessus, qui sont gluten-free, qui mangent pas de viande et qui achètent du bio. Et qui se rendent pas compte qu'en montant dans des choses pareilles, eh ben, en fait, on est certainement beaucoup plus délétère que, en mangeant de la viande une fois par semaine. Je prends cet exemple un peu n'importe comment, hein. Mais c'est pour dire, je crois que personne n'est vraiment capable d'évaluer l'impact que sa consommation va avoir sur l'ensemble des produits, hein, je parle bien sûr, au niveau énergétique. Et c'est ça la grande difficulté à laquelle on va être confronté. Maintenant, la question, je la poserai un peu différemment. Moi, je dirais plutôt, est-ce que on est d'accord pour changer de mode de vie? Je pense que c'est plutôt que la consommation, c'est un petit peu l'association de tous les éléments qui constituent notre style de vie. Euh, on stigmatise beaucoup certains pays qui sont très émetteurs par rapport à l'Occident. Moi, je suis allée en Chine avec mes élèves et j'étais visiter une usine euh, de recyclage des déchets. Et c'était un Américain qui était le directeur de cette usine. Et il nous disait, c'est embêtant en Chine parce que les déchets ne sont pas intéressants. En fait, les gens, ils recyclent déjà tellement que ce qui nous arrive, c'est plus du tout exploitable en termes de production, par exemple, de chaleur pour des réseaux de chaleur ou tout ce que sont les produits dérivés hein, des déchets. Il me disait aux États-Unis, c'est quand même bien mieux, en fait, parce qu'on a du bon gros déchet, il y a les tris et on a plusieurs filières. Donc voilà, l'idée c'est euh, à quel moment on va juger d'un bon mode de vie par rapport à un autre. Est-ce que c'est plutôt en termes d'émissions par habitant? Est-ce que c'est plutôt en termes de simplicité, entre guillemets, dans ce qu'on va consommer? Est-ce que c'est aussi euh, dans un mode de vie, on va devenir... Alors nous, on a fait des travaux comme ça, on a fait des scénarios pour essayer d'évaluer quelles seraient les conséquences sur le long terme d'un mode de vie plutôt digitalisé par rapport à un mode de vie plutôt collectif. Donc on imaginait deux sociétés pour la France. Une où bah, il y aurait plutôt des gens qui vivraient de plus en plus seuls hein, dans des appartements, qui seraient hyper connectés, qui auraient un bon revenu, mais qui voyageraient beaucoup parce que pour leurs vacances, pendant l'été, pendant tous les congés, ben, ils auraient envie d'aller à l'autre bout du monde. Par rapport à ben, un mode de vie plus collectiviste, on va vivre en coloc, on va essayer de consommer autour de nous, on va avoir des jardins partagés. Et bien évidemment, sur la demande, ça a un impact qui est très important. Mais après, quand on a fait ce constat-là, il faut qu'on, encore une fois, redébatte avec tout le monde pour savoir bah, quelles sont les aspirations des uns et des autres et quels sont les choix, en fait, vers lesquels on aurait envie de se porter. Et quand je parlais de la consommation des ordinateurs,
C'est parce que je fréquente beaucoup les COP, c'est-à-dire les conférences pour le climat, et que j'étais toujours très frappée par le fait que une grande guerre, quand on arrive au COP, c'est de trouver une prise électrique. C'est vraiment je veux dire, que ce soit les activistes, que ce soit les politiques, que ce soit les journalistes, le truc, c'est il faut rebrancher les appareils électroniques. Et c'est pour moi très symptomatique de cette énorme contradiction entre ce pourquoi on est venus tous discuter ensemble et le fait qu'on a un comportement qui est totalement déviant puisque, ben voilà, il fait appel à de l'énergie et sans ça, ben, on ne peut pas vivre. Donc D'accord. voilà un peu quelques réflexions là-dessus. Ok. Et justement, on a une question dans le chat par rapport, pour rebondir au fait que donc justement, il y a ce problème de savoir quelle action va consommer quelle énergie et combien. Et selon vous, ou Anne Bringo aussi, comment sensibiliser le consommateur et comment lui donner accès à cette information? Enfin, est-ce que ça pourrait passer par ça pour améliorer les choses et comment est-ce qu'on pourrait faire? En tout cas, il y a des calculateurs, c'est plus sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est moins énergie que climat, mais il y a des calculateurs différents qui ont été faits. Je n'ai plus les noms, mais je pourrais les retrouver, vous les envoyer par mail après, qui permettent en tout cas de calculer son propre bilan carbone et donc d'évaluer si on change tel ou tel comportement, quel est l'impact par rapport à un autre. Est-ce que si je mange une journée sans viande, c'est aussi impactant que de prendre le vélo à la place de la voiture, etc., pour tel trajet? C'est vrai que ça peut être intéressant de percevoir ça parce qu'on n'a pas toujours la compréhension effectivement de l'impact de chaque geste et que du coup c'est plus compliqué effectivement de voir ce qu'il faut faire. Ce que je voulais dire aussi pour rebondir, peut-être pour faire le lien aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, on est un peu dans une situation où ça va être de plus en plus tendu entre ce que nous dit le GIEC, c'est-à-dire qu'il faut aller, si on veut rester à 1,5 degré, il faut aller vers la neutralité carbone le plus rapidement et en 2050 en France. Et effectivement, du coup, des objectifs qui deviennent de plus en plus pentus. Alors, le moins 55% européen, c'est à partir de 90. Hein, il y a déjà eu 20%, mais effectivement, ça veut dire une pente beaucoup plus raide. Et moins on fait, plus la pente devient raide. Donc, il y a vraiment cette tension maintenant entre la nécessité de faire des choses si on ne veut pas arriver dans des niveaux de réchauffement qui auraient des impacts assez dramatiques. Et est-ce qu'on est en capacité de faire ces transformations? Est-ce qu'elles seront acceptables par les populations et par tout un chacun? Donc c'est vraiment cet enjeu-là. Et c'est là où on voit qu'effectivement, il y a tout un enjeu pour le consommateur en partie. Et pour le consommateur, ça arrive finalement à toute une question d'un système de valeurs et de normes sociales. Est-ce que j'ai besoin d'une grosse voiture pour montrer un statut social ou pas? On voit maintenant que les acheteurs de véhicules neufs sont plutôt des gens assez âgés et que les jeunes se sentent beaucoup moins l'envie d'être propriétaires d'une voiture. Donc le rapport, je pense, à la voiture est en train de changer. On voit sur un autre exemple, sur la consommation de viande, qui est très associée à la notion de force, etc., que c'est quelque chose qui est en train la consommation de viande tend à réduire également en France. Et donc, on voit bien qu'à un moment donné, on arrive à faire changer quand même ces normes sociales et donc associer finalement, c'est tout la question du bonheur. Qu'est-ce qui fait que je suis heureux? Est-ce que c'est en allant passer un week-end à Marrakech avec mes amis? Ou est-ce que je peux aussi être heureux en étant près de chez moi? Et c'est vrai que la crise sanitaire, elle a amené aussi peut-être cette envie de local, même si on a peut-être un peu trop local parfois avec le confinement et qu'on a envie un peu de s'échapper. Mais je pense que ça a quand même en partie amené à des questions, voilà, pour certains, pas pour tous. Hein, et peut-être qu'il peut y avoir des fractures au sein de la population entre une certaine partie
qui voilà, a cette conscience et cette volonté de changer, et une autre partie qui rejette complètement tout changement et veut rester dans une consommation telle qu'elle est actuellement, voilà, etc. Et donc c'est vrai que ça fait partie des tensions qui peuvent s'exacerber. Et là-dedans, il y a entre autres aussi un rôle de la publicité qui est quand même frappant. Quand on sait que la hausse des ventes de SUV, donc ces gros véhicules, c'est la deuxième cause de hausse des émissions de CO2, et qu'on sait qu'il y a en France plus de 4 milliards dépensés de publicité pour des véhicules, et donc principalement des SUV, on voit bien que là, tous les discours de politique publique qui iraient dans un autre sens, ils sont inaudibles face à la puissance de la publicité, et donc qui alimente aussi cet imaginaire. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que cet enjeu de publicité, je pense, il est extrêmement important. Et ensuite, il faut quand même avoir en tête dans tout ça qu'il y avait une étude de Carbone 4 qui montrait que les gestes individuels, même si on était vraiment le plus, voilà, on devient végétarien, on fait tout ce qu'on peut au maximum, ce n'est que, alors j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais je crois que c'est 20 à 40% de la baisse, ça ne pourrait faire que 20 à 40% de la baisse des émissions. Il faut vraiment des actions collectives, des pouvoirs publics, des entreprises pour proposer des véhicules moins polluants, pour mettre en place des pistes cyclables, pour investir dans le ferroviaire, qu'on puisse voilà, avoir accès à davantage de trains. Voilà. Donc il y a des actions que chacun peut faire, mais n'oublions pas qu'il est indispensable aussi que ces actions soient favorisées par des actions plus collectives, à la fois au niveau des collectivités, parce que là je suis quand même que c'est évidemment au niveau des territoires que ça se passe, mais aussi des pouvoirs publics qui donnent le cadre général dans lequel on doit aller. D'accord. Juste du coup, je m'adresse aux personnes qui écoutent la conférence. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme ça, à la fin de cette partie, on pourra enfin, essayer d'y répondre au maximum. Et ensuite, nous, du coup, vous avez bien fait la transition vers la question, mais selon vous, par quel changement la société doit-elle passer pour atteindre la sobriété énergétique? Et donc, dans société, on entend effectivement les politiques publiques, mais également les entreprises. Donc, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, peut-être pour redéfinir la sobriété, puisqu'on l'a évoqué, mais sans vraiment rappeler la différence entre efficacité énergétique et sobriété. Donc, l'efficacité énergétique, c'est je fais la même chose, mais par exemple, je fais les mêmes trajets en voiture, mais avec un véhicule qui consomme moins d'énergie. Et sobriété, c'est je fais moins de kilomètres en voiture, ou alors on est plus nombreux dans la voiture. Donc, c'est vrai que on voit bien que les deux doivent s'additionner, puisque on a eu malheureusement des véhicules qui consomment moins d'énergie, mais qui malheureusement qu'on utilise plus pour faire plus de kilomètres, et du coup le résultat malheureusement n'a pas été réellement, pas du tout, il y a une baisse de la consommation d'énergie par l'automobile. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a des changements qui sont importants en termes de sobriété. Quelques exemples, c'est par exemple réduire la vitesse maximum sur les routes ou sur les autoroutes, qui a un effet là, immédiat sur la consommation d'énergie et sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça a également un intérêt sur la qualité de l'air et sur la santé. N'oublions pas qu'il y a souvent des bénéfices en plus de ces actions de sobriété. On peut aussi réduire les distances parcourues, par exemple avec le télétravail. Alors, le télétravail qui est actuellement plutôt subi du fait du confinement, mais voilà, qui va probablement amener finalement à ce que souvent les salariés soient peut-être 1 ou 2 jours ou 3 jours par semaine en télétravail, ce qui va du coup réduire une partie des distances parcourues. On peut aussi imaginer une baisse de l'éclairage public, comme ça se fait parfois, où à partir d'une certaine heure la nuit, il n'y a plus qu'un réverbère sur 2 qui est allumé. Voilà, donc dans l'industrie, de la même manière, on pourrait imaginer qu'on produit moins de produits jetables et qu'on produit des produits qui sont plus réparables, ce qui va également réduire la production et donc la consommation de ces produits. Donc il y a des actions voilà, toutes simples qui peuvent être mises en œuvre et qui permettent d'aller vers cette sobriété énergétique, tout en n'étant pas une société de privation, puisque l'idée, c'est bien au contraire de toujours avoir
accès aux besoins minimums, y compris pour les plus précaires, et peut-être de réaliser que voilà, il peut avoir une joie de partage et davantage de liens avec ses proches, sa famille, etc., ses amis, que ça peut passer par d'autres biais que par des biais uniquement de consommation matérielle. Juste si je peux réagir en complétant, ça me fait penser à une action de RTE. Alors on s'inscrit volontairement sur soit un mail, soit un numéro RTE pour avoir les alertes en fait en cas de problème de consommation. En particulier, nous, on est très sensibilisés en PACA parce qu'on est au bout des lignes de transfert d'électricité pour la France. Et donc, dès qu'il y a un problème, ils commencent par couper les Bretons et PACA. Quand il y a des pointes de consommation, par exemple l'hiver, un coup de froid, RTE envoie des messages pour dire bah, aujourd'hui, essayez de réduire votre consommation à partir de telle heure. Et en fait, les gens réagissent très bien à ça. Pas pour sauver la planète, parce qu'on n'a pas envie d'être coupé, quoi. Donc, je pense que des choses comme ça, et RTE dit que c'est extrêmement efficace. Donc, ce sont des injonctions très directes, parce que tout à l'heure, on discutait de comment savoir ce qu'on consomme et essayer éventuellement de changer. Ben, là, c'est hyper simple, puisque c'est le gestionnaire du transport de l'électricité qui sait mieux que nous quel est le profil de consommation du jour. Et il nous donne l'information. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Il y a le fait de réconcilier aussi une certaine confiance, parce que on a vu la difficulté d'introduire les boîtiers LinkedIn dans les maisons et certains mouvements de protestation contre ça qui invoquaient à la fois les problèmes de données personnelles et à la fois les problèmes éventuellement d'impact sur la santé. Donc je pense qu'il y a aussi, encore une fois, une réconciliation à faire. Moi, je pense réellement qu'il y a une cassure entre le monde des experts et les citoyens. Et moi, quand je discute avec des gens qui n'ont rien à voir avec mon travail, je sens bien qu'ils considèrent que tout ça, c'est encore des histoires qu'on leur raconte, c'est encore voilà, une façon de contraindre un peu plus. Et en plus, quand il y a des maladresses comme la stigmatisation du mouvement des Gilets jaunes, parce que, soi-disant, c'était des gens qui se moquaient du climat et qui ne voulaient pas subir la taxe sur les produits pétroliers, alors là, on se dit, bah, vraiment, on joue complètement contre notre camp, quoi, parce que il y a des gens qui ne peuvent pas subir des taxes supplémentaires, point final. Et c'est pas forcément des gens qui veulent détruire la planète. Il ne faut pas mélanger, en fait, les sujets. Après, moi, je voudrais quand même revenir sur le fait qu'on a des politiques qui parfois ont des décisions qui sont pour moi dramatiques, hein. Je pense aux cars qui ont été favorisés par un autre président et aux petites lignes de train qui ont été supprimées. Et ça, c'est tellement dramatique. C'est incroyable qu'il n'y ait pas un expert, un conseiller, quelqu'un qui n'ait pas pu dire, mais on est en orthogonal par rapport à ce qu'on cherche à faire. Donc je pense que voilà, à un moment, il faut mettre tout ça en cohérence. Et vous voyez, on revient encore dans cette idée que pourquoi tout ça n'est pas mis en cohérence? Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas vraiment où on veut aller. Moi, c'est vraiment mon sentiment. Je ne pense pas que le président soit contre la planète. Je pense que bah, là, il n'a pas réalisé sans doute que bah, c'était complètement contre-productif et que ça servait peut-être certains intérêts, mais que euh, voilà, c'était délétère par rapport aux engagements que lui-même avait pris. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Enfin, sur l'épisode des
Gilets jaunes, on était assez furieux en tant qu'ONG parce qu'on avait alerté beaucoup, notamment à Bercy, sur le fait que si cette hausse de taxes n'était pas accompagnée d'une redistribution du produit de la taxe vers les ménages impactés, clairement, c'était inacceptable et Bercy ne voulait rien entendre et il a fallu effectivement ce mouvement des Gilets jaunes pour qu'il réalise qu'il y avait ce blocage et que c'était pas acceptable. Donc c'est vrai que c'est pas possible de faire sans les gens et il faut absolument les impliquer. Et ce que vous disiez qui était juste aussi sur les autres raisons qui font que les gens font les choses en fait. Effectivement, c'est pas forcément pour le climat ou pour la planète, ça peut être pour le confort par exemple. Les gens rénovent leur logement, vont l'isoler, non pas forcément pour la planète, pas forcément même pour réduire la facture d'énergie, mais parfois simplement pour un enjeu de confort. Et c'est vrai que c'est des termes qu'il faut aussi sans doute mettre en avant. Et là, c'est vrai que, y compris nous, en tant qu'ONG, je pense que les notions même de plaisir, etc., qu'on ne met pas forcément en avant par rapport en termes de sobriété qui peuvent être associées à une notion de privation, je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler pour montrer qu'effectivement, une société plus sobre, c'est peut-être une société où on prend davantage de plaisir, y compris à faire du vélo, quand on est dans une région sympathique ou à passer voilà, du temps avec des gens. Et après, juste une chose sur les cars Macron, une anecdote. C'est qu'au moment où le car Macron a été mis en place, donc c'était intégré dans les calculs ce fameux scénario de référence de l'administration, et l'administration avait une consigne par les politiques qui était de dire dans votre scénario, vous allez prendre l'hypothèse que tous les gens qui prennent les cars Macron, sinon ils auraient pris la voiture tout seuls. Alors qu'on sait très bien, après, il y a eu des études qui ont montré qu'une partie des gens n'auraient pas voyagé s'il n'y avait pas eu les cars ou auraient pris le train. Et donc on voit bien qu'à un moment donné aussi, les politiques tordent un peu les faits pour pouvoir arriver à ce qu'ils avaient envie d'obtenir, ce qui est bien dommage. Voilà. D'accord, bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Alors, une première question. Donc, pensez-vous que relocaliser notre énergie pourrait être bénéfique pour la transition vers la sobriété, avec la possibilité d'utiliser les ressources locales, ou la fiabilité serait vraiment trop perturbée? Alors, on peut relocaliser, hein, c'est bien tout l'objectif, enfin c'est un des objectifs. Quand on dit relocaliser, on parle effectivement des importations de pétrole ou de gaz dont on est très dépendant. Et c'est vrai que ça fait partie des ressources, normalement, si on suit le scénario de référence de la France, donc qui a quand même été étudié, en 2050, on n'importe quasiment plus du tout de pétrole et de gaz fossile, voire même peut-être pas du tout, parce que ce qui reste en énergie fossile, il doit y en avoir peut-être un peu pour l'aviation, mais sinon il y a peu d'énergie fossile. Donc finalement, on a une production qui est en grande majorité produite sur le territoire, avec plus d'électricité que maintenant, mais aussi un développement de biogaz alors, qui se fait actuellement et qui va plutôt plus vite que ce qui était prévu. Donc il y a effectivement des possibilités de le faire sans problème de fiabilité. Alors effectivement, on pourrait débattre sur le système électrique qui est qu'une partie, mais il y a pas de, pour l'instant, les études RTE ne montrent pas qu'on serait face à un blackout ou autre si on était, y compris sur un système 100% renouvelable, mais la relocalisation ne veut pas dire forcément renouvelable, si je comprends bien la question. Et puis après, il y a quand même des questions de comment on relocalise, par exemple, dans les scénarios de RTE, si on prend l'électricité, y compris sur les scénarios renouvelables, on peut avoir des scénarios très décentralisés, beaucoup de photovoltaïque, etc., ou des scénarios moins décentralisés avec beaucoup d'éolien en mer. Donc il y a vraiment des visions qui peuvent être différentes et c'est là où je pense que ça va être très intéressant, mais ça reste du localisé au niveau national. Par contre, la répartition des moyens de production entre les régions est totalement différente. Donc ça, c'est encore une vraie question qui se pose et voilà, j'espère que les scénarios RTE permettront justement d'en débattre en ayant des éléments voilà, plus précis sur ce que ça veut dire en termes de faisabilité et d'impact.
Juste si je peux rajouter, je pense que relocaliser sans réfléchir encore une fois aux ressources sur lesquelles le mix adapté au territoire peut reposer, ça me paraît pas une bonne façon de voir les choses. Euh, je me rappelle de la façon dont on a converti une des centrales charbon de Gardanne en une centrale biomasse qui marchait, qui devait marcher en fait avec de la ressource qui venait de PACA, mais il y avait eu des conflits pour l'exploitation de cette ressource. Et au final, elle était exploitée avec des pellets qui venaient du Canada. Bon, C'est une bon, catastrophe. dit, ben, c'était bien là. Voilà, c'est toujours pour ça que poser les questions comme ça, c'est difficile pour moi, c'est très difficile d'y répondre. J'ai envie de dire, donnez-moi le schéma global, ne me dites pas que vous allez tirer vos ressources locales en vous appuyant quand même sur, je sais pas, du solaire qui viendrait d'Afrique du Nord, de sorte que eux, là-bas sur place, on installe des choses qui sont pas pour eux après avoir pompé le pétrole et le gaz. Enfin, je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, ne pas se satisfaire de réponses très partielles. Voilà. Alors, dans les scénarios RTE, en tout cas, il n'y a pas de production qui serait faite, par exemple, effectivement, en Afrique du Nord. C'est pas les hypothèses, en tout cas, ne partent pas là-dessus actuellement. Donc, c'est vraiment une production faite en France. Et de la même manière, il peut y avoir la question de la production d'hydrogène, puisqu'on sait on va avoir aussi besoin d'hydrogène pour certains usages. Clairement, dans les scénarios qui sont actuellement sur la table, on est plutôt sur une production en France par électrolyse et pas par une production qui pourrait être faite dans des pays effectivement où on va faire beaucoup de solaire parce qu'il y a beaucoup de soleil et on pourrait faire beaucoup d'hydrogène et l'importer. Donc ça fait partie des discussions qui sont légitimes, mais pour l'instant ça ne fait pas partie des scénarios qui sont sur la table du point de vue RTE. D'accord, merci beaucoup. Anna, est-ce que tu peux poser la question suivante? Oui, du coup, la question, c'est un peu rien à voir, mais on va revenir un peu sur l'aspect consommateur. Et quel est votre avis sur le système des heures creuses de consommation d'électricité, car elles peuvent inciter à consommer plus, même si le prix est moins élevé que hors des heures creuses? En fait, ce qui va faire, ça va se complexifier parce que déjà maintenant, il y a des systèmes, par exemple, de week-end. C'est-à-dire que vous avez des offres où vous payez moins cher quand vous consommez le week-end. Et ça va probablement devenir, et Linky va permettre ça, on aura vraiment potentiellement des offres tarifaires qui vont dépendre un peu des pics de consommation ou des pics de production. Et du coup, je ne sais, enfin, l'idée, c'est pas que ça incite à surconsommer, effectivement. L'idée, c'est que ça incite à décaler, en fait, à déplacer dans le temps, soit le lancement de son lave-vaisselle ou son lave-linge, etc. Ça va aussi jouer sur les recharges de véhicules électriques qui vont être pilotés, en fait. Moi, j'ai déjà un véhicule électrique avec une application, en fait, et du coup, quand je la branche et que j'ai pas d'urgence à la recharger, c'est l'application qui va lancer la recharge au moment où du coup, en fait, je vais même récupérer l'argent parce que je pense qu'il y a un système de certificat d'économie d'énergie derrière, je ne sais pas quoi, mais qui fait que quand elle va recharger, c'est un moment donné où c'est intéressant et donc il y a une partie de l'argent qui revient vers moi. Donc il y a des décalages comme ça d'usage. Ça serait évidemment dommage que à un moment donné, on se mette à surconsommer parce qu'on se dit tiens, à ce moment-là, c'est pas cher. Mais j'imagine pas des tarifs vraiment peu chers au point que quelqu'un se dise ah bah tiens, je vais en profiter et me chauffer à 26 ou je sais pas. Enfin voilà, pourquoi pas effectivement. Mais l'idée, c'est surtout d'inciter à décaler des usages et puis il y aura des automatismes. C'est déjà le cas sur les chauffe-eau. Qui sont en général programmés pour plutôt fonctionner la nuit, où justement on a plutôt plus de production que de consommation. Donc là l'idée c'est pareil, il y aura certains systèmes qui seront automatiques, la recharge de véhicules électriques, les chauffe-eau, et d'autres où ce sera soi-même, on décidera de mettre en marche tel ou tel appareil plutôt à telle heure, parce qu'on sait qu'à telle heure c'est plus intéressant.
Mais je ne sais pas si c'est un système qui a été fait pour moins consommer, en fait. C'est un système qui a été conçu pour pouvoir lisser la pointe, C'est ça. et c'est-à-dire pour pouvoir fonctionner avec, enfin, sans nouveaux investissements dans des capacités de production électrique. Donc, encore une fois, là, on n'est pas dans la même question. On est dans la facilitation pour l'opérateur du réseau d'opérer son système. Voilà, tout comme nous, quand on nous dit de consommer moins. Alors, l'incitation, là, il n'y en avait pas, c'est juste consommer moins. Là, les heures creuses, heures pleines, il se peut qu'il y ait un petit effet rebond, effectivement, c'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, bah, je laisse brancher parce que de toute façon, ça coûte pas cher, quoi. Je me fais attaquer par mon chat, désolée. Bah, merci. Je pense qu'on va passer donc à une question suivante qui n'a pas grand-chose à voir. Alors la question c'est, est-ce que toutes les énergies renouvelables se valent par rapport à la question des terres rares et aux analyses de cycle de vie, des moyens de formation et distribution des énergies? Alors, toutes les énergies renouvelables ou non, d'ailleurs, ont des avantages et des inconvénients. Il n'y en a pas une qui on se dit géniale, elle est parfaite. Si on prend les énergies fossiles, c'est la cata pour le climat. Si on prend le nucléaire, il y a des déchets nucléaires et il y a des risques d'accident. Si on prend l'éolien, on va dire, voilà, il y a un problème de paysage, il y a de l'acier, il y a du béton. Si on prend le photovoltaïque, on va aussi trouver qu'effectivement, au niveau de la production, bah, ça nécessite des matières, etc. Alors, après, il ne faut pas confondre tout, c'est-à-dire qu'il y a peu de terres rares quand même dans l'éolien et le photovoltaïque. Il y en a dans l'éolien, surtout dans l'éolien offshore, parce que c'est certains types de moteurs qui ne sont pas les mêmes que sur l'éolien terrestre, donc c'est pas la totalité. Et il y en a dans le photovoltaïque seulement sur certains panneaux, à peu près 10% des panneaux solaires, donc c'est pas la totalité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres enjeux de ressources. Vous citiez le cuivre tout à l'heure, il y a un enjeu sur le cuivre notamment. Donc, alors après, on pourrait élargir à d'autres, parce que là, on parle d'électricité, mais on pourrait parler du bois, voilà, pour se chauffer. Et le bois, on peut dire c'est chouette, voilà. Après, il y a les forêts qui poussent et tout ça est bien neutre. Bon, c'est pas si simple parce que d'une part, bah, là, quand on brûle le bois, c'est immédiat, alors que la pousse de la forêt, ça va prendre quelques décennies. Il y a des impacts biodiversité, etc. Si on parle du biogaz, par exemple par méthanisation, ça peut être intéressant, c'est un complément de revenu pour les agriculteurs, mais ça dépend aussi comment c'est produit. Est-ce que ce sont de grandes installations? Est-ce que, voilà. Donc, en fait, pour toutes les sources d'énergie, il faut regarder vraiment comment le projet est fait. Donc, il faut vraiment avoir en tête qu'il n'y aura pas une énergie miracle, mais qu'il y aura un ensemble d'énergies qu'il va falloir associer et que pour chaque projet, presque, il faut regarder s'il est voilà, plutôt durable ou pas, suivant des critères. Donc, France Nature Environnement, par exemple, a fait différents outils pour définir des critères justement de durabilité, le WWF aussi. Donc voilà, malheureusement, ça serait vraiment satisfaisant pour tous si on se disait, voilà, ça, c'est de l'énergie géniale et on y va. C'est malheureusement plus complexe que ça. Et il va falloir jongler entre tout ça et essayer de trouver à chaque fois des projets parce qu'en plus, il y a l'enjeu économique, c'est que malheureusement, souvent, on va vouloir faire des méga projets, par exemple sur la méthanisation ou autre, qui peut-être sont peut-être pas les meilleurs par rapport à l'enjeu environnemental. C'est de la même manière sur le photovoltaïque. Si on regarde simplement l'aspect économique, on va vouloir faire des grands parcs au sol, là où peut-être c'est quand même plus intéressant de le mettre sur le toit, mais ça coûte plus cher. Donc voilà, du coup, il faut trouver à un moment donné des équilibres entre tous ces enjeux et essayer de trouver ce qui est le moins néfaste, sachant que ce qui est toujours le meilleur, c'est les économies d'énergie. Hein. C'est vraiment réduire la consommation d'énergie, c'est ce qui va nous permettre de moins polluer. Effectivement, nous, quand on construit les scénarios, en fait, on essaye de mettre en place des contraintes qui permettent de tenir compte de ces impacts, enfin ces externalités qui vont être la consommation de ce type de ressources.
mais également la pertinence de l'implantation de différentes technologies en fonction de la surface disponible, de la position du territoire, parce que sinon on peut se retrouver encore une fois avec des propositions qui ne sont pas du tout adaptées euh, au potentiel et aux possibilités locales. Donc je pense que ça, c'est très important à prendre en compte. Et en fait, la question des externalités, souvent, maintenant, elle est mieux intégrée, mais souvent, elle est complètement négligée. Et c'est là où, quand on analyse des scénarios qui n'en ont même pas tenu compte, il faut leur mettre une grosse croix rouge, quoi. Voilà. Merci. Merci. Une autre question un peu originale, c'est concernant les solutions à l'échelle locale, est-ce que le recours à des sources énergétiques effacées par la mécanisation au XXe siècle peuvent-elles être reconsidérées sérieusement? Je pense notamment à la traction animale. Alors, j'ai pas du tout d'études sur le sujet. Enfin, j'ai pas, dans les scénarios que j'ai pu voir, qui sont des scénarios nationaux, hein, j'ai pas travaillé sur des scénarios plus locaux, mais je n'ai pas vu. Je pense que c'est du coup assez marginal parce on l'évoque assez rarement. Donc, j'ai tendance à penser que si ça a un impact sur la consommation d'énergie, ça reste quand même marginal. Mais voilà, je vais me poser la question. J'ai jamais vu si ça avait un impact. Si ça pouvait en avoir un impact, en tout cas, oui, je ne sais pas. Il y a peu de scénarios qui prévoient une grosse hausse de la traction animale, très franchement, hein. Moi, je n'ai pas non plus d'exemple de scénario de ce type-là, mais ça me renvoie à une étude que j'ai lue il n'y a pas longtemps, très très intéressante, sur l'histoire environnementale de la colonisation du Maghreb. C'est un sujet qui m'intéresse, hein, le Maghreb, vous avez compris. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est une Américaine qui a réalisé cette étude en 2008 et qui a découvert en fait que finalement le concept de désertification, c'est un concept qui a été introduit par les colons français en Algérie pour finalement critiquer la façon dont les terres étaient exploitées jusque-là, avec une tradition pastorale, avec des nomades qui utilisaient des socles légers avec une traction animale et qui, du coup, économisaient en fait une terre assez pauvre, puisque c'est un climat semi-aride. Et les Français ont mis en place une exploitation mécanique beaucoup plus systématique, avec une productivité très intéressante, mais ils ont totalement épuisé les sols et ensuite se sont retournés sur le fait que dans certains textes antiques ou des Romains, on décrivait ces régions comme étant recouvertes de forêts et que ça serait donc ces traditions agricoles qui auraient été néfastes et qui auraient fait qu'il y a eu un déboisement systématique de grandes étendues de terre, quoi. Et donc, je trouve ça intéressant parce que par rapport à la question posée, oui, c'est vrai que la mécanisation, ça peut être dramatique en fait dans certains endroits, et ça peut à terme complètement désertifier pour de vrai, effectivement, hein, les ressources en terre. Et on sait que ça va être un des grands enjeux. Donc là, on n'a parlé que d'énergie, mais il y a une compétition entre les terres et l'exploitation de certaines ressources pour l'énergie, dont qu'il faudrait prendre en considération également quand on discute de ces trajectoires hein, énergétiques du futur, parce que cette compétition ne sera, enfin, il faudra y faire face également, quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup. Comme on arrive bientôt à la fin, je pense qu'on va terminer par une dernière question. On verra après si on a encore le temps, mais voilà. Et du coup, c'est comment accompagner ces pays dont le mix énergétique et le modèle économique dépendent en très grande partie des ressources fossiles vers une transition écologique?
Et est-ce que les pays occidentaux ont un rôle à jouer via des financements ou autre chose? Bon, alors là, le problème, c'est que bah, je vais parler de l'Algérie, que je connais très bien. L'Algérie est en train de se rendre compte que effectivement, il va y avoir un problème de production de gaz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une très grande partie de ce gaz est exploitée pour la production d'électricité et est exportée. À terme, avec la croissance de la population, les exportations ne pourront plus se faire si on veut satisfaire à la croissance de la demande. En parallèle de ça, les ressources sont en train de diminuer. On ne trouve pas de nouveaux gisements. Donc, naturellement, devinez vers quoi on est en train de se tourner? Vers les gaz de roche-mère, hein, donc les gaz de schiste, hein, tout en disant qu'il va y avoir des grands programmes de développement des énergies renouvelables. Mais euh, le problème, ce sont que les énergies renouvelables, ce sont des technologies qui demandent de l'entretien, qui ont une durée de vie qui est limitée et qui finalement ne sont pas forcément aussi simples en manipulation qu'une bonne grosse centrale à gaz, hein, qui va avoir une production beaucoup plus importante. Et dans des pays où les infrastructures ne sont pas très bien entretenues, où il peut y avoir des comportements où si quelqu'un a un panneau photovoltaïque sur son toit, ben, les autres vont le casser à coups de pierre parce que pourquoi lui et pas moi? Donc un comportement civique qui peut être discuté. C'est une vraie problématique. Alors maintenant, le fait que des programmes internationaux vont financer des projets dans ces pays dits en développement, c'est assez dramatique parce que bah, beaucoup de cet argent est détourné, parce qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour le protocole de Kyoto, un accord international sur le climat, des mécanismes dits de développement propre où moi j'étais dans le nord et je polluais bien comme il faut chez moi, et je m'achetais un petit projet dans le sud pour dépolluer là-bas localement. Ce petit projet, bon, c'est pas vraiment ce que ça devenait parce que voilà, pas trop de contrôle, ou c'est compliqué, ou ceci, cela. Moi, cette histoire d'aide internationale, je considère que c'est quasi la- le pendant de la colonisation, quoi. C'est-à-dire que à un moment, il faut que tout le monde s'assume, hein, c'est compliqué, et il faut peut-être que le cheminement se fasse plus doucement, ou que voilà, les choses s'intègrent, parce que, encore une fois, l'argent n'est pas bien utilisé. Il faut quand même le réaliser, et ça génère corruption, ça génère beaucoup plus de dégâts, en tout cas dans ces domaines-là, que ce que ça en apporte. C'est un peu négatif, hein, mais vraiment, moi, c'est ce que j'ai pu constater de ma petite expérience. Peut-être en complément sur, alors non pas forcément les pays producteurs d'énergie fossile, mais fortement consommateurs, comme en Europe de l'Est ou en Pologne ou autres, où on utilise beaucoup encore le charbon pour produire de l'électricité. Clairement, là, il y a un enjeu de solidarité entre les pays européens. Il y a un fonds de transition juste qui a été créé et c'était l'objet d'âpres négociations entre les États membres au niveau européen. Mais en tout cas, le fait d'avoir l'Union européenne permet d'avoir un cadre où il y a ces discussions et où ensuite on essaye de se mettre d'accord sur des objectifs. Et du coup, il y a ces négociations ensuite financières, mais qui vont avec le fait qu'il y a un cadre fixé et que donc les pays vont devoir évoluer aussi vers une production d'électricité décarbonée. Donc, en tout cas, quand il y a un cadre comme ça aide. C'est vrai que pour des pays qui sont producteurs de pétrole ou de gaz ou de charbon, et dont c'est une des grandes ressources économiques, j'imagine, très compliqué. Je sais que la Norvège a prévu depuis longtemps un fonds pour pouvoir préparer la transition vers la suite. Je pense que ce n'est pas forcément le cas d'autres pays.
Je pense que certains ont des capacités financières pour changer et commencent déjà à investir dans d'autres types d'activités. D'autres ne l'ont pas. Et là, effectivement, il y a quand même un rôle au niveau international. Alors, il y a un rôle aussi pour arrêter de financer les énergies fossiles, parce que il faut quand même pas oublier que beaucoup de pays, dont la France, continuent à garantir en fait des projets d'énergie fossile portés par des entreprises françaises à l'étranger. Et donc ça, ce n'est pas non plus un bon signal. Donc voilà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un message assez clair sur le fait que ça ne peut plus être possible d'investir dans des projets nouveaux d'énergie fossile, parce que si on les crée, ben finalement, on va être coincé avec ce projet pendant des décennies et avec un investissement qui a été fait. Et donc, il faut dès maintenant commencer avec des projets qui soient décarbonés. Et voilà, je n'ai pas la baguette magique non plus, mais effectivement, ça nécessite des investissements assez conséquents et investissements dans lesquels forcément les pays riches devraient quand même contribuer. Juste pour la Norvège, non seulement ils ont très bien investi leurs ressources grâce au gaz et au pétrole dans un fonds souverain, mais en plus ils ont une production d'électricité qui est à 95% basée sur l'hydro. Donc ils ont quand même un contexte très favorable. Le problème, c'est quand les pays ont en plus leur propre production basée sur les ressources fossiles qu'ils exploitent pour leur économie, quoi. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on s'arrête là ou on prend le temps pour la dernière question? Est-ce que vous Moi, avez j'ai pas de contraintes, donc je peux rester si... Une question, oui. Allez. Alors, du coup, c'est donc le commentaire de quelqu'un qui dit: j'ai bien suivi les débats publics sur l'éolien en mer. Au-delà de l'enjeu très politique de l'objet éolien et du NIMBY, je sais pas trop comment ça se dit, la PPE oui. Pardon, allez-y. La PPE est systématiquement remise en cause. L'opportunité de l'éolien en mer est questionnée. Cela semble venir d'une méconnaissance des enjeux. Que pensez-vous de ces oppositions et des solutions pour y répondre? Alors, NIMBY, c'est not in my backyard, donc c'est pas dans mon jardin, c'est l'opposition au projet qui se fait à côté de chez moi, donc ça suppose que les gens seraient d'accord pour que ça se fasse quelque part, mais ailleurs. Et c'est un phénomène qui existe et qu'on associe souvent à l'éolien. Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine opposition à l'éolien en France. Alors, de manière générale, quand on regarde les sondages, 70% des Français sont favorables à l'éolien. Et ce pourcentage est même supérieur pour les gens qui habitent à proximité d'éoliennes. C'est contre-intuitif, mais en fait, finalement, ils s'aperçoivent que c'est pas forcément négatif. En même temps, c'est pas idyllique, hein. Je sais qu'il y a des endroits où il y a beaucoup d'éoliennes et où ça peut commencer à devenir un peu trop. Voilà. Donc, il faut à un moment donné en mettre dans plusieurs endroits. Au niveau de l'éolien en mer, en fait, la France n'a pas encore d'éoliennes en mer, contrairement à beaucoup d'autres pays. C'est pas faute d'avoir des côtes, parce qu'on a des procédures très très longues. Je suis pas spécialiste de l'éolien en mer, mais ce que j'ai compris, c'est que les premiers pré-projets, donc qui datent d'il y a très longtemps, avaient été faits à l'époque où il n'y avait pas forcément des processus de concertation très ouverts, comme ça se fait maintenant avec ce débat public. Et donc, il y a eu aussi des difficultés parce qu'il y a eu des emplacements qui ont été choisis qui n'étaient pas forcément les meilleurs du point de vue de la pêche. On aurait pu choisir d'autres emplacements, mais ça a été fait de manière un peu trop arbitraire à l'époque et que comme c'était dans des cahiers des charges, c'était figé, on ne pouvait pas changer le lieu sauf à refaire un appel d'offres, ce qui prend, c'était juste pas possible. Donc, ce qui n'empêche que même maintenant, si on fait des débats publics, il y aura quand même des gens qui vont s'opposer parce qu'ils vont considérer que ça leur gêne la vue ou parce qu'ils vont considérer qu'il y a des impacts autres. Je pense qu'il faut entendre ces personnes-là. Après, il faut voir si ces personnes, on les entend parce qu'elles sont les plus vocales, mais est-ce qu'elles sont très nombreuses aussi? Je pense qu'il faut avoir un équilibre. Il y aura toujours des opposants en fait à toute forme d'énergie, mais je pense qu'effectivement, si on territorialise un peu aussi ces débats, c'est-à-dire qu'on
on fait prendre conscience que, à un moment donné, effectivement, il va falloir changer notre système énergétique et électrique et que chacun va essayer de faire sa part et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette région, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette communauté de communes, etc. Et peut-être qu'effectivement, le fait de s'approprier tout ça va permettre de mieux accepter. Il y a aussi en fait des projets où il y a une possibilité d'investissement par les citoyens ou les collectivités. Il y a notamment Énergie Partagée qui est un fonds qui permet cela. Et donc, le fait que les gens s'investissent et parfois même participent à la gouvernance, c'est-à-dire sont au conseil d'administration de ces projets et vont décider de l'emplacement ou autre. Alors, sur l'éolien en mer, il y a évidemment du capital beaucoup plus élevé, donc ce n'est pas aussi simple. Mais en tout cas, le fait de pouvoir s'impliquer, d'avoir des revenus et de pouvoir donner aussi son avis et que ça soit entendu, c'est important. Donc voilà, je pense que sur l'éolien en mer, il y a eu quand même des périodes avant où il y avait peu de concertation. C'est mieux maintenant. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais je pense qu'il faut mener ces concertations de manière correcte pour bien intégrer tous les points de vue et essayer que chacun puisse être entendu. Ouais, juste appuyer le point qu'Anne vient de mentionner sur la pédagogie, l'information et la concertation et le fait que les gens soient partie prenante. Parce que quand il y a quelque chose qui vous est imposé comme ça, bien sûr, il y a tout de suite des corporations qui vont être pénalisées, quoi. Les pêcheurs, voilà, il y a toujours quelqu'un qui va avoir un problème à soulever par rapport à ça. Mais si on est dans la prise en compte et l'intégration des gens au débat, encore une fois, moi je pense que c'est vraiment, je reviens sur la cassure, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'elle est réelle. À ce moment-là, les choses se passent complètement différemment. Complètement différemment. Donc, c'est pas de l'opposition, quoi. On avance ensemble vers quelque chose qui sera mieux pour le bien public. Et on le dit avec d'autres mots, on trouve d'autres façons de faire. Comme on a dit, il vaut mieux dire on sera plus heureux, ou ça sera plus cool pour tout le monde, ou qu'on sera plus sobre, effectivement. Mais en tout cas, essayer d'entraîner les gens en les informant et en les prenant pas un peu pour des personnes qui ne seraient pas dignes d'être intégrées à la discussion. Je fais souvent le parallèle avec l'avion. Moi, malheureusement, j'ai dû prendre beaucoup l'avion parce que travaillant à Mines Paris Tech, il fallait monter à Paris assez souvent et Nice, c'est très compliqué. Et il y a eu un basculement. Avant, quand il y avait un problème technique, les passagers étaient tenus informés de rien. Et puis, il y avait du retard, et puis on ne savait pas ce qui se passait. Puis, il y avait des rumeurs qui commençaient à monter dans les avions qui étaient immobilisés au sol quand il y avait un problème. Et puis, un jour, Air France, je sais pas, ils ont changé leur politique. Dès qu'il y a un pépin, le commandant de bord prend le micro et dit, voilà, il se passe ça, il y a une lampe cassée là-bas, il y a le technicien qui arrive, il a changé l'ampoule, ah ben non, il n'y en a pas, il retourne en chercher une autre. Et tout d'un coup, ça a pacifié totalement ce genre d'incident. Je pense que pour les questions de système énergétique, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on vient vous coller des éoliennes, comme ça, sans vous avoir prévenu et sans comprendre pourquoi, c'est pas du tout la même chose que si on vous a intégré à toute la discussion avant pour dire, voilà, écoutez, il y a un vrai problème, il y a un parc de production électrique qui est en train de se déclasser. On se demande si on va sortir du nucléaire et pour telle et telle raison. Et donc, on va démanteler telle centrale. Et à ce moment-là, comment on va faire pour remplacer? Parce que vous comprenez, vous avez des enfants, des petits-enfants. Enfin, c'est tout bête, hein. Mais moi, je ne vois nulle part où c'est fait. Et où c'est fait respectueusement et sérieusement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment, peut-être dans l'éducation, mais là, vous êtes tous des ingénieurs, vous êtes, entre guillemets, l'élite, quoi, ce qu'il y a sur le dessus, hein. Euh, mais quand vous discutez autour de vous, je suis sûre que vous vous rendez bien compte de ça. Euh, c'est une question de dialogue et de respect de tout le monde, en fait, à mon avis. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était vraiment très intéressant et enrichissant. Merci Merci à pour vous. votre invitation, merci aux participants. Et moi, j'étais ravie d'être
avec 3 femmes aujourd'hui dans ce genre de débat, car c'est extrêmement rare. C'est vrai. Ça C'est la rajoute- première fois que je parle énergie avec uniquement des femmes, hein. Franchement, Ouais. ça n'arrive jamais. Donc, on donc partage, j'apprécie. on partage. Et c'est sans doute quelque chose d'important aussi pour la suite. Mais merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.